Bonjour à tous. Merci d'être si nombreux ce soir, d'avoir répondu présent à notre invitation. Donc pour vous situer rapidement, mais ils en parleront mieux que moi, Marc Lenot et Séverine Chauveau vont donc vous parler de photographie expérimentale, donc les limites de ce médium qui s'affranchit peut-être des règles habituelles qu'on connaît tous dans le domaine de la photographie. Donc Marc Lenot, pour vous présenter, vous êtes docteur en histoire de l'art, et notamment l'auteur d'une thèse sur la photographie expérimentale. Vous êtes également l'auteur du livre « Jouer contre les appareils de la photographie expérimentale » et du blog Lunettes Rouges, hébergé par Le Monde pendant près de 19 ans. Et vous avez été lauréat du prix AICA de la critique d'art en 2014. Séverine Chauveau, vous êtes artiste. Votre travail en photographie expérimentale a été publié dans de nombreux magazines, Photos Trouvées, Aéonian, Assembléa. Il a notamment été présenté en juillet 2023 au Festival international de la photographie expérimentale de Barcelone et vous présentez actuellement une exposition individuelle à l'ABU Saint-Denis, droit-lettres. Exactement, merci beaucoup. Je vous laisse la parole. Merci à vous deux pour cette conférence. Merci beaucoup. Alors j'ai quelques remerciements à faire également. Donc je remercie vraiment l'université pour avoir accueilli mon travail. Je remercie en particulier Émile Nandeux pour son professionnalisme et sa gentillesse. Ça a été un vrai plaisir de travailler avec elle. Donc la bibliothèque universitaire droit-lettres du campus de Saint-Denis, du MOUFIA. Je remercie également le service Arts et Culture, bien sûr. Marc Lenot d'avoir accepté notre invitation. Je tiens également à remercier le Festival international de la photographie expérimentale de Barcelone, en particulier le co-directeur Pablo Giori, pour m'avoir mis en relation avec Marc Lenot, et ce qui nous permet d'avoir cette conférence ce soir. Voilà, je remercie également René Tossard, maître de conférence, pour sa précieuse collaboration. Voilà, donc avant de passer la parole à Marc Lenot, je vais réexpliquer en fait ma démarche artistique. Donc mon travail en photographie expérimentale tourne autour de mon questionnement sur le temps. Le temps est vraiment au cœur de mon travail. Le temps, c'est-à-dire la disparition, la mémoire, l'oubli, le souvenir. Et bien sûr, la photographie est le médium parfait pour questionner en fait ce temps, puisqu'il est au cœur de la photographie. Le temps est au cœur de la photographie. Il me semble sur deux aspects. L'image photographique, à partir du moment où vous avez saisi l'image photographique, elle est sur un papier et elle relate déjà un moment passé. Et également parce que le temps est au cœur du processus photographique. Et c'est surtout cet aspect qui m'intéresse, puisque la photographie va être le résultat entre une surface photosensible, une matière photosensible, et le temps d'exposition, donc entre cette matière photosensible et la lumière. Voilà. Et j'ai besoin, dans mon travail, de manipuler, de toucher en fait cette matière, de lui donner forme, de lui donner du volume, une texture, une masse. Et par là même donc de fabriquer en fait des photos-objets, ce que j'appelle des photos-objets, qui sont pour moi des photos-souvenirs. Alors pourquoi la fabrication de photos-objets ? Eh bien parce que pour moi, le souvenir, il est surtout attaché à un objet, beaucoup plus qu'à une image photographique. C'est le petit objet qu'on ramenait quand on est en vacances, ou vous savez qu'on va placer comme ça dans sa table de nuit, dans une petite boîte, ces petites choses précieuses que je gardais, en tout cas moi quand j'étais petite, dans ces petites boîtes, et que je ressortais de temps en temps. Donc mon rapport à l'objet et mon rapport au souvenir. Voilà. Donc voilà pourquoi je fabrique en fait des photo-objets, qui sont donc pour moi des objets mémoriels. Donc voilà, alors au niveau un petit peu technique, je travaille donc avec cette matière photographique. Pour moi, c'est un petit peu travailler directement avec le temps. C'est en tout cas l'illusion que j'ai, certainement pour peut-être le capter, le garder, le préserver, éviter qu'il s'échappe. C'est peut-être l'illusion que ça me donne de travailler avec cette matière photographique
Et dans ma tête, je travaille avec elle comme peut-être un sculpteur irait chercher son marbre dans une carrière. Moi, je vais aller chercher cette matière photographique qui peut être sous forme d'émulsion ou qui peut être aussi sous forme de photographie imprimée ou tirée déjà sur du papier. En tout cas, j'ai besoin de la manipuler, j'ai besoin d'en faire des objets, j'ai besoin de lui donner une texture, j'ai besoin de lui donner vie en quelque sorte. Et voilà, donc je vais l'utiliser de deux façons différentes, soit à partir de photographies déjà imprimées, auxquelles je vais rajouter de la broderie, des perles, des éléments, pour faire des objets indépendants qu'on va pouvoir tenir dans une main ou porter contre soi. Ou bien je vais travailler avec de l'émulsion photographique, donc argentique, ou bien d'autres émulsions comme le cyanotype ou l'anthotypie. Et cette forme liquide va me permettre de la déposer sur de l'argile et donc de créer des volumes, des formes voilà, qui vont me permettre d'exprimer mon rapport au temps en fait, et à l'objet photographique en fonction du projet que je réalise. Donc voilà quelques éléments sur mon travail et ma démarche artistique. Donc l'exposition, pour ceux qui n'ont pas eu encore le temps de la visiter, elle est donc à la bibliothèque universitaire droit-lettres jusqu'au 14 décembre. Voilà. Si vous avez des questions tout à l'heure, vous pourrez bien sûr m'en poser également, je répondrai avec plaisir et je vais passer donc la parole à Marc Lenot, que nous avons le plaisir de pouvoir écouter ce soir. Merci à vous. Bien, merci beaucoup. Je suis désolé de ne pas être avec vous. Je suis à Paris où il pleut, il fait froid, donc j'aurais été ravi d'être en votre compagnie. Merci beaucoup à l'université de m'avoir invité. Merci à Séverine d'avoir organisé ce contact qui vient en effet via ce festival de photographie expérimentale à Barcelone, qui est dans sa 5e année ou 6e année, je ne sais plus, où je suis intervenu quelques fois et que je patronne un petit peu. Donc, je vais vous parler en lien avec le travail de Séverine Chauveau que vous avez vu, que vous pouvez voir dans la salle bibliothèque. Je vais vous parler en lien avec ça de mes recherches, de ma définition, ma tentative de définition de ce qu'est la photographie expérimentale. Depuis ses débuts, depuis 1839 à peu près, la photographie n'a jamais cessé d'expérimenter. Elle s'est jamais limitée à la simple fonction de reproduction ou de documentation du réel. Et pourtant, quasiment toute la théorie de la photographie, Roland Barthes, Susan Sontag, Philippe Dubois, etc., etc., quasiment toute cette théorie est basée uniquement autour de la représentation de la réalité, de l'index, du référent. Cette théorie n'est intéressée que par le sujet représenté, parce que la photographie montre. Et quasiment tous les photographes, presque tous, veulent représenter le monde, représenter le réel, représenter ce qui est devant leur objectif, que ce soit de manière purement documentaire ou que ce soit en l'interprétant, en le transposant, en le poétisant. Or, pour paraphraser le critique américain Eddie Coleman, les photographes, les critiques, les historiens, les théoriciens, les philosophes disent ainsi implicitement qu'il n'y a qu'un seul type d'objet photographique, qu'une seule forme de photographie, qu'une seule manière de photographier. Leur définition tacite, mais qui n'est jamais explicitée comme telle, de la photographie s'applique seulement à une image d'objet reconnaissable, obtenue à l'aide d'un appareil photo muni d'un objectif et d'un viseur, transposé sur un négatif ou, aujourd'hui, sur un fichier numérique via une prise de vue singulière et ensuite imprimé sur un tirage de qualité archive. Voilà ce qui pour nous, ce qui pour la majorité des gens est une photographie. Mais peut-être, c'est ce que nous allons voir, que cette définition ne s'applique pas à toute la photographie. Peut-être qu'il y a des exceptions. Peut-être qu'il y a des gens, des photographes, qui ne respectent pas cette définition-là, ces règles-là. Pour prendre une analogie, il faut se souvenir que la peinture, à la fin du 19e siècle, quand au moment, 1890 à peu près, où grâce à Kodak, la photographie devient quelque chose de facile, et elle reprend à la peinture la tâche de représenter le monde,
permettant ainsi à la peinture d'évoluer vers d'autres choses, vers le pointillisme, vers l'impressionnisme, vers le cubisme, vers l'abstraction. Alors, le peintre Maurice Denis, qui alors a une vingtaine d'années, peut écrire: il faut se rappeler qu'un tableau, avant d'être un cheval de bataille ou une femme nue ou une quelconque anecdote, est essentiellement une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblé. De la même manière, aujourd'hui, une photographie n'est pas nécessairement, entre guillemets, un cheval de bataille ou une femme nue, mais est une surface photographique impressionnée par la lumière. Ce que vous venez de voir, le travail de Séverine Chauveau, correspond-il à cette définition étroite de la photographie que nous venons de voir? Pour elle, la photographie est avant tout une matière à manipuler, afin d'explorer son rapport au temps et à la mémoire, comme elle vient de vous le dire. Elle explore la matérialité photographique, volume, texture, abstraction, mouvement, en y appliquant différentes techniques: émulsion photosensible, liquide, anthotypie, chimigramme, collage, hybridation, broderie. La triturer, la recycler, essayer d'en faire des sortes d'objets souvenirs un peu sacrés. Ces objets photographiques, qui sont quasi détachés de l'image elle-même, sont des beautés fossilisées dans l'argile, matériau éternel. Parfois, l'image est à peine visible, elle n'est pas aisément contemplable, le regard est perturbé, l'image est distante, détournée, inatteignable. Ce faisant, Séverine Chauveau s'éloigne de la pure représentation pour exprimer par l'expérimentation une réalité autre, fantasmée, mémorielle, virtuelle. Tout comme elle, d'autres photographes ont choisi de se libérer de ces règles représentatives. Pour eux, la photographie est simplement le résultat de l'action de la lumière sur une surface photosensible et pas nécessairement seulement une représentation du réel. Il y a d'abord eu quelques tentatives, à l'époque un peu marginales, d'émancipation de cette définition. Laszlo Molinage, que vous voyez à gauche dans cet autoportrait de profil, dit: la qualité organique se dégageant du matériau lui-même. Voilà ce qu'il recherche. Le Suédois August Strindberg, le célestographe que vous voyez à droite, parle de s'émanciper de mon œil trompeur. Ces pionniers ont commencé à voir la photographie comme un objet matériel, tangible, résultant d'un processus physico-chimique, ou aujourd'hui, depuis, électronique, et intellectuel, que ce soit le programme de l'appareil ou que ce soit contre le programme de l'appareil. Par rapport à ce questionnement de cette photographie qui n'est pas nécessairement une représentation du réel, quand j'ai commencé à travailler là-dessus il y a une dizaine d'années, un peu plus, une quinzaine d'années, j'ai tenté de trouver un cadre théorique. Comment expliquer cela? Mais je n'ai pas trouvé grand-chose au sujet de la photographie. J'ai trouvé des choses sur le cinéma expérimental, sur la poésie expérimentale, mais j'ai eu d'abord un certain mal à définir un contexte théorique dans lequel je pouvais travailler. Et puis j'ai découvert un jour, un peu par hasard, un philosophe tchéco-brésilien parce qu'il est né en Tchécoslovaquie en 1920, il était juif, et il s'est enfui en 1939, et il a vécu au Brésil de 1940 à 1972, ensuite un peu en Italie, et il a vécu en France de 1975 à 1991 quand il est mort. Et il a fourni, par un livre qu'il a écrit qui s'appelle Pour une philosophie de la photographie, qu'il a écrit en allemand en 1983, mais qui est traduit en français aujourd'hui, il m'a permis de définir une certaine forme de contexte. Dans ce livre-là, il définit la photographie comme un apparatus, comme un dispositif dans lequel il y a des programmes qui font partie de ce dispositif-là, et les photographes obéissent à ces programmes. Ils font les photographies qui sont permises, qui sont autorisées par les programmes du dispositif photographique. Et donc, dit-il, ils font des photographies qui sont, entre guillemets, redondantes, qui sont des photographies qui sont déjà prévues, déjà programmées par l'univers de la photographie.
Et dans cette page de son livre, tout simplement ce que j'ai entouré de rouge, il dit, à une exception près, celle des photographes dits expérimentaux, c'est-à-dire les photographes au sens qu'on donne ici à ce terme. Ceux-là sont réellement conscients que l'image, l'appareil, le programme, l'information sont des problèmes fondamentaux auxquels ils doivent se confronter. Et donc, ils s'efforcent de tirer de leur appareil et de mettre en image quelque chose qui ne figure pas dans son programme. Ils ne le savent pas, mais ils jouent contre leurs appareils. Et donc, cette définition-là, cette réflexion-là de Flusser, qui ne donne pas beaucoup d'exemples de ce que c'est, mais qui définit la photographie comme étant un ensemble de règles, de programmes, et les photographes expérimentaux comme étant des photographes qui jouent contre ces programmes, qui ne les respectent pas, m'a permis de commencer à définir, avec l'aide d'autres philosophes, et je vous mettrai en page finale leurs noms pour que vous en souveniez, certains qui sont plutôt des philosophes qui réfléchissent à la machine dominante, au système technicien, comme Michel Foucault, comme Giorgio Agamben, comme Gilbert Simondon, comme Jean-Louis Déotte, comme Anders Gunther, comme Jacques Ellul, et d'autres dans le champ spécifiquement photographique, comme Jim Elkins, comme Henry Van Leer, comme Gottfried Jäger. Alors, je vous donne des noms là rapidement. J'ai une page à toute la fin de la présentation où il y a les noms de ces philosophes et de ces photographes écrivains, si vous voulez aller plus les chercher comme des références. Et donc, à partir de cette réflexion de Flusser et de ce qu'il a enrichi autour, j'ai tenté d'arriver à une définition de ce qu'est la photographie expérimentale. Et ma définition, qui est une définition, et il peut y en avoir d'autres, et vous en verrez d'autres, certaines beaucoup plus larges, d'autres beaucoup plus politiques. Ma définition est la suivante: un acte délibéré de refus critique des règles de l'apparatus, du dispositif, si vous voulez, de production photographique, par lequel le photographe remet en question un ou plusieurs des paramètres établis du processus photographique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est ce qu'on va voir maintenant avec différents exemples de photographes qui, justement, ne respectent pas les règles qu'on a vues tout à l'heure, telles que définies par Coleman, un appareil photo avec un objectif, etc., etc., etc. Donc, dans les pages suivantes, on va regarder différentes approches de photographes expérimentaux, en commençant par les photographes conceptuels qui, autour de 1970, continuent à utiliser un appareil photo entre guillemets normal, mais réfléchissent à qu'est-ce que c'est que la photographie. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser leur appareil photo pour représenter quelque chose, ils l'utilisent pour réfléchir sur ce qu'est la photographie. Je vous donne deux exemples. L'anglais John Hilliard, qui en 71 fait cet ensemble de photographies qui s'appelle un appareil photo qui enregistre sa propre condition, cette ouverture, 10 vitesses, 2 miroirs. Donc c'est un appareil photo, il est devant un miroir, on le voit assez mal ici, mais au-dessus de l'appareil photo, il y a un autre petit miroir qui reflète le réglage de l'appareil, et donc il règle son ouverture et sa vitesse pour passer de photos totalement blanches à photos totalement noires. Donc c'est une photo qui en elle-même ne montre rien de très intéressant. Elle montre juste un appareil photo, et on devine John Hilliard derrière, mais elle montre une réflexion sur le processus photographique. De la même manière, l'Italien Ugo Mulas, à la fin de sa vie, il meurt en 1974 de mémoire, euh, fait une série de 12 ou 13 photos qu'il appelle la photographie. Il y a un petit livre là-dessus qui est très bien fait, où il représente différentes étapes du processus photographique. Celle-ci, c'est sur le développement et la fixation de la photo. De nouveau, des images qui en elles-mêmes n'ont aucun intérêt. Vous voyez une main, enfin deux mains. C'est pas très intéressant de voir ces deux mains. L'intéressant, c'est la réflexion qu'il a derrière sur le développement et sur la fixation. À partir de ces quelques pionniers, il y en a quelques autres, à partir de ces quelques pionniers autour de 70, on voit ensuite se développer des gens qui jouent avec l'appareil. Donc ils ont un appareil, ils jouent avec, mais ils ne respectent pas les règles. Par exemple, une des règles est qu'il faut que votre photo soit visible. Donc il faut qu'il y ait un éclairage, une luminosité qui ne soit ni trop forte ni trop faible pour que votre photographie soit visible. L'Italienne qui vit en France, Rosella Bellusci,
fait des photos qui sont extraordinairement blanches. C'est-à-dire que je pense que sur l'écran, enfin, on voit pas grand-chose, mais ça s'appelle fluorescence. Et il faut rester un long moment devant la photo originale elle-même pour que petit à petit, l'image d'un personnage qui est là apparaisse petit à petit. Donc il y a un excès de lumière blanche délibéré, donc il serait considéré comme une erreur, comme une faute par un photographe entre guillemets normal, mais qui chez elle permet d'arriver à ces images absolument éblouissantes. Et d'autres font la même chose avec du noir. Autre paramètre, le temps. Une image, une photographie, en général, c'est quelque chose qui est fait à quelques centièmes de seconde, quelques millièmes de seconde, pour saisir très rapidement une réalité. L'Allemand Michael Wesely fait exactement le contraire. Lui, il fait des photographies qui durent le temps d'un événement. C'est-à-dire que là, il s'agit d'appareils photo un peu spécial, un peu spéciaux, un peu trafiqués, qui sont scellés dans des murs. On est à Potsdamer Platz. Potsdamer Platz, c'est à Berlin, l'espèce de no man's land qu'il y avait entre Berlin-Est et Berlin-Ouest, et qui, après la chute du mur, a été construit. Et donc, il scelle dans le béton plusieurs appareils photo. Il ouvre l'obturateur, il ouvre l'obturateur le 5 avril 1997. Il le laisse ouvert pendant plus de 2 ans. Et le 3 juin 1999, il le ferme. Donc la photo que vous avez là, c'est une photo qui a pris 2 ans et 2 mois pour être faite. La pellicule qui est derrière a été, le papier sensible qui est derrière, a été impressionné par la lumière pendant 2 ans et 2 mois. C'est évidemment pas n'importe quel papier, pas n'importe quel objectif, évidemment. Et ce que vous voyez ici, c'est tout à fait extraordinaire, parce que vous voyez la durée d'un événement. Vous voyez des bâtiments qui se construisent petit à petit, donc ils sont quasiment fantomatiques, quasiment transparents, et vous voyez derrière le soleil, parce qu'évidemment, pendant 2 ans et demi, on est passé du printemps à l'été, à l'automne, à l'hiver, etc. Et donc le soleil s'est déplacé à différents endroits. Et donc vous voyez les traces du soleil dans le ciel qui sont un peu comme des ornières dans un champ de labour. Donc là, contrairement à la règle photographique qui veut qu'une photographie, ce soit un instantané, fait très rapidement, vous avez des photographes qui font des photographies qui durent très très longtemps. Vous avez des photographes qui jouent avec la chimie, donc qui au lieu que ce soit au moment du développement ou dans l'exemple que je prends ici avec les Polaroids, vous savez que les Polaroids, on les développe avec des gousses. Quand on tire le Polaroid, il y a des gousses qui éclatent et qui mettent le produit là. Donc Hélène Carré, qui est une photographe américaine, fait ça avec des Polaroids grand format, mais elle les tire délibérément, elle les trafique délibérément. Et donc en jouant avec la chimie du Polaroid, elle obtient ces formes tout à fait étranges et colorées qui n'ont pas grand-chose à voir avec la réalité, mais ont tout à voir avec la manière dont le Polaroid, dont la révélation de la photo se fait. La lumière, le temps, la chimie, le tirage. Normalement, le tirage, on le fait sur un papier de très bonne qualité, qui n'est pas acide, etc., qu'on va garder, etc. Un tirage, ça doit durer pour toujours, ça doit être pérenne. Le couple britannique Ackroyd et Harvey font des tirages sur de l'herbe. Ce que vous voyez là, c'est une photo tout à fait classique de Madame Ackroyd et de leur fille, je crois, enfin de leur bébé. Mais cette photo-là a été tirée sur un cadre en bois, à l'intérieur duquel il y a de la terre. Sur cette terre, on a fait pousser de l'herbe et ils impressionnent avec la lumière. Ils brûlent cette herbe, le travail de la chlorophylle qui brûle là-dedans. Et on a donc là, alors c'est évidemment une herbe tout à fait spéciale, etc. Mais on a donc là un tirage qui est une photographie, qui représente quelque chose, mais qui, au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, petit à petit disparaît et l'image devient un peu comme un fantôme. Donc là, on est de nouveau totalement en contradiction avec la règle de base de la photographie qui est j'ai une photo et je voudrais qu'elle dure pour toujours. On questionne la pérennité de la photographie. Donc ce qu'on a ici, ce n'est plus en tant que tel une image qui va durer, c'est un événement. C'est quelque chose qui s'est passé, qui a eu lieu à un certain moment, c'est une expérience et qui va disparaître. Donc là, je vous ai montré 4 exemples de photographes qui se servent d'un appareil photographique
mais qui joue avec cet appareil, avec la lumière, avec le temps, avec la chimie ou avec l'impression. Il y a des photographes que dont j'ai dit qu'ils se jouaient de l'appareil. Le photographe tchèque Miroslav Tichy, qui est mort en 2011, était un personnage assez étonnant, un semi-clochard, voyeur, photographiant les femmes de sa ville. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est ce qu'il a dans la main, qui est un appareil photo qu'il fabrique lui-même. Donc, pendant les 20 ans ou 30 ans où il a photographié, de 60 à 90, au lieu d'utiliser les appareils photo qu'il y avait sur le marché, c'est la Tchécoslovaquie communiste à l'époque, d'appareils russes pour l'essentiel, il a choisi, par rébellion, par volonté de créer lui-même son propre paradigme, de construire lui-même ses appareils photo qui sont faits avec des détritus, qui sont faits avec des tubes de plastique, avec des morceaux d'élastique, avec des capsules de bière, avec des objectifs qui viennent de lunettes de longue vue, des trucs comme ça. Donc, il construit lui-même son propre appareil au lieu de dépendre de l'apparatus, du dispositif, comme je disais au début, qui vous fournit un appareil. Lui, il construit son appareil. Il y a évidemment dans cette catégorie-là tous les photographes qui utilisent des caméras oscura. Alors la caméra oscura, donc appareil photo qui n'a pas d'objectif, donc une boîte avec un trou qui permet d'avoir une photo à l'intérieur. Alors vous êtes probablement plus jeune que moi, mais moi quand j'ai commencé la photographie, j'avais 12 ans ou 13 ans, un des premiers trucs qu'on faisait c'était ça, c'est jouer avec une caméra oscura. Alors ça peut se faire de manière très simple, ça peut se faire de manière plus compliquée. Vera Luther, qui est une Allemande new-yorkaise, fait des caméras oscura dans des grands containers. Donc, elle prend un container, comme les containers qu'il y a sur les bateaux, et elle le transforme en caméra oscura, avec donc du papier photo à l'intérieur, et avec ces immenses photos, je ne sais pas quelle est la taille de celle-ci, mais ça fait plusieurs mètres de large et de hauteur. Ici, ça, c'est la place Saint-Marc à Venise. Et donc, il y a une côté absolument démesure de vouloir représenter un paysage, mais à l'aide de cette technique extrêmement sommaire de la caméra oscura. Encore plus sommaire, le photographe hongrois Gábor Ős va sur la côte atlantique ou sur la côte de la mer du Nord, où, pendant la guerre, les Allemands ont construit des bunkers. Des bunkers pour observer l'arrivée éventuelle de la flotte des Alliés. Ces bunkers sont en béton, quasiment indestructibles et complètement abandonnés. Donc Gabor va dans les bunkers, les nettoie, et donc les bunkers, c'était un coupole de béton avec une petite fente qui permettait d'être à l'abri, mais d'observer ce qui allait arriver. Et donc lui transforme le bunker en caméra oscura. Il met à l'intérieur un papier photosensible, il arrange la fente pour que ce soit plus petite, et il photographie avec ce système-là ce que le soldat allemand voyait dans la mer. Donc là, on est à Fécamp, il fait ça le 31 mai 2000, et donc il en a fait plusieurs tout le long des bunkers. Donc là encore, c'est transformer quelque chose qui n'est pas fait pour être un appareil photo, même si c'est fait pour être un appareil d'observation, mais qui n'est pas un appareil photo, le transformer en appareil photographique. Toujours dans le jeu de déconstruire les appareils, il y a un photographe anglais qui s'appelle Mr. Pippin, Steven Pippin, qui fait des photographes, qui travaille autour de l'appareil photo. Et donc là, vous avez un appareil photo inutile, qui ne sert à rien, qui se masturbe. Vous avez donc là des miroirs, et l'appareil photo photographie, 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 photographie. Et donc, il n'y a aucune image qui n'en sort. L'appareil photo se photographie lui-même. Et vous remarquerez qu'il a gratté le nom de la marque de l'appareil photo. Donc sa marque maintenant, c'est Non. Euh, alors enfin, Pépine pas nécessairement, mais les précédents, c'est de l'analogique. On peut aussi faire des choses pour jouer de l'appareil avec du digital. Il y a il y a moins de photographes expérimentaux digitaux, il y en a quelques-uns. Et Jean-Baptiste Perrault, qui est un Français, lui travaille avec des appareils numériques, des appareils digitaux, dans lesquels le capteur est abîmé ou, ou dont il abîme volontairement le capteur électronique en envoyant des courants électriques dessus, différentes choses, de manière à ce que la photographie qui va sortir
de cet appareil digital sur une photographie complètement perturbée et complètement déformée. Donc c'est aussi une manière de se jouer des appareils. Donc se jouer des appareils, c'est en construire ou avoir des appareils et les détourner. Quatrième catégorie, jouer sans les appareils, donc faire des photographies sans appareil, donc partir de la surface sensible elle-même, d'un papier sensible lui-même, ce qu'on appelle le photogramme. Donc le photogramme, c'est dans la chambre noire, vous avez un papier sensible, vous avez un objet, ou en l'occurrence une jeune femme dessus, et vous déclenchez la lumière, et donc le corps de la femme, l'objet lui-même, pas se reflète, mais imprime le papier photosensible avec plus ou moins de netteté selon le fait qu'elle touche directement, ou bien quand elle est un peu plus loin, il y a plus de flou, comme on le voit sur ses fesses et sur son genou droit. Donc ça, c'est un photogramme. Et Floris Neusus, qui est mort il n'y a pas très longtemps, il y a 3 ou 4 ans, un Allemand, a été vraiment le père du photogramme corporel qui fait penser aux peintures d'Yves Klein, des choses comme ça. Mais c'est pas nécessairement avec un objet, en l'occurrence un corps, mais ça peut être fait avec des clés, avec ce que vous voulez représenter. Ça peut être uniquement un travail purement chimique dans la chambre noire. Laure Tiberghien, qui est une jeune photographe française qui a eu le prix découverte aux Rencontres d'Arles l'an dernier ou l'année avant, travaille uniquement dans sa chambre noire avec des papiers photosensibles couleur et avec des jeux de lumière, de couleurs, pour obtenir ce genre d'image. Donc ça, c'est une image qui ne représente rien, sinon des jeux de couleurs dans la chambre. Donc c'est une image totalement abstraite, qui veut faire penser à des tableaux expressionnistes abstraits américains, par exemple, mais c'est quelque chose qui est totalement, c'est presque de la peinture photographique faite dans la chambre et faite de cette manière-là. Autre exemple de jeu sans appareil, mais celui-ci est par contre très très politique. Les deux photographes anglais, Bromberg et Shannara, en 2008, sont invités à accompagner un régiment, un bataillon de l'armée britannique en Afghanistan, qui se bat en Afghanistan. Et donc, on est là dans le jeu typique de ce qu'on appelle en anglais le photographe embedded, le photographe qui est dans l'unité de combat et qui doit rendre compte de la réalité des combats du point de vue de l'unité de combat. Eux, ils décident de ne pas faire ça. Donc, ils partent sans appareil photo, mais ils partent avec des rouleaux de papier photographique. Et quand les combats sont un peu plus calmes, ils sortent du véhicule blindé dans lequel ils sont, on est dans le nord de l'Afghanistan, et ils déplient leur rouleau de papier photographique qui fait, ça fait, je sais pas, 8 mètres de long, 8 mètres de long, je crois. Ils le déplient. Donc, le papier est impressionné par la lumière du soleil sur place en Afghanistan, et puis c'est tout. Ils le referment. Donc, c'est bien une photo de l'Afghanistan. C'est une photo qui a été faite en Afghanistan, mais qui ne représente rien, sinon l'acte volontairement rebelle, l'acte de ces deux photographes qui refusent de témoigner en tant que tels de ce que les soldats font, mais qui témoignent d'une certaine réalité de l'Afghanistan. On peut aussi, toujours sans appareil, jouer avec la date, la durée du papier photographique. Alison Rossiter, qui est américaine, travaille uniquement avec des papiers expirés. Mais des papiers expirés depuis longtemps, qu'elle achète sur eBay ou ailleurs. Le plus vieux date de 1900, je crois 1905, un truc comme ça. Et elle les traite des années après. Et donc ces papiers qui ont été dans la boîte ont été évidemment soumis à l'humidité, à la lumière qui a pu entrer parce que la boîte n'était pas étanche, éventuellement à quelqu'un qui a mis son doigt dessus, et puis qui l'a sorti, qui l'a remis dedans. Et donc, ce que vous voyez là n'est absolument pas la photo un peu floue d'un lac dans la forêt. Ce que vous voyez là est purement un travail avec un papier photographique expiré, du révélateur et du fixateur. Donc c'est totalement fait dans son laboratoire à partir des papiers qu'elle trouve et dans lesquels il y a une espèce d'image latente qu'elle fait émerger de l'intérieur
de ce papier-là. Encore plus chimique, le Belge, franco-belge Pierre Cordier, qui est mort il y a 6 mois, fait des chimigrammes, donc c'est un peu le père du chimigramme, c'est-à-dire que sur le papier photographique, il va déposer des produits divers qui peuvent être n'importe quoi, du lave-vaisselle, un truc pour déboucher les toilettes, toutes sortes du vernis à ongles, de la confiture. Bon, il va déposer des produits et il va peindre avec ces produits, dessiner avec ces produits sur le papier lui-même. Donc on est toujours sur un papier photographique. On est toujours sur l'action de la lumière, mais on est sur une action chimique, beaucoup plus que lumineuse, de ce qui va se passer dans la chimie même, dans les entrailles même du papier photographique. Donc, dans cette catégorie-là, on vient de voir des gens qui, d'une manière ou d'une autre, font des photographies sans utiliser d'appareil, en travaillant uniquement sur le papier sensible. Alors on pourrait dire, mais c'est pas de la photographie. Alors, une fois de plus, question de définition. Ce n'est pas de la photographie au sens où ça ne représente pas quelque chose ou pas grand-chose, mais néanmoins, on est toujours sur une surface photosensible, papier ou pellicule, en l'occurrence papier, et une action lumineuse. Catégorie suivante, les photographes qui déjouent l'appareil, c'est-à-dire qui font quelque chose qui n'est pas prévu dans le fonctionnement normal de l'appareil. Premièrement, ceux qui se déplacent en utilisant leur corps comme appareil. En l'occurrence, Paolo Gioli, qui est un photographe italien, qui utilise son corps comme appareil photographique. Vous le voyez dans l'image de gauche, vous voyez son poing. Dans son poing bien fermé, il a calé une petite capsule de bière, chose comme ça. Et dans la capsule, il y a un petit bout de papier photosensible. Et il ouvre tout doucement son poing et il prend en photo l'image que vous avez à droite. Donc, il n'y a plus d'appareil photo. Il y a uniquement le corps du photographe qui est capable de se transformer en caméra photographique. Alors, avec le point, je crois qu'il est le seul à l'avoir fait. Euh, Quelques-uns l'ont fait avec leur bouche, donc en mettant dans leur bouche un espèce d'appareil, genre appareil dentaire, dans l'obscurité, dans lequel ils vont coincer un petit bout de papier photosensible, en sortant, en ouvrant la bouche et en prenant en photo ce qui est devant eux. Et quelques-uns l'ont fait avec d'autres orifices de leur corps que je vous laisse imaginer. Ça, c'est le corps comme chambre photographique. Le corps peut aussi être un déclencheur. Jean-François Lecourt construit des caméras oscura, des boîtes qui n'ont pas de trou. Donc, contrairement à la caméra oscura qui a un trou, un sténopé, et à l'intérieur, il y a une pellicule ou du papier photosensible, lui, il construit une boîte dans laquelle il y a des papiers photosensibles, mais il n'y a pas d'ouverture. Donc, pas de photo. Il se met devant cette boîte-là et il tire dessus. Pistolet ou fusil, à l'arc, selon le type de boîte. Donc, il fait un trou à l'avant, il fait un trou dans la pellicule derrière, la lumière rentre par le trou avant et impressionne la pellicule, le papier photosensible, qui est au fond de la boîte. Donc, ce que vous avez ici, donc on voit très bien le trou qui a été fait. On voit très bien que ça a été brisé, ça a été déchiré. Donc, ce que vous avez ici, alors, et il reste évidemment un petit moment devant le temps que ça l'impressionne. Ce que vous avez ici, c'est le corps du photographe comme un déclencheur de l'acte photographique, c'est-à-dire de l'arrivée de la lumière sur le papier photosensible. Donc là encore, on est dans une implication du photographe qui n'a plus rien à voir avec le geste normal du photographe qui est de viser et d'appuyer sur le bouton déclencheur. Autre exemple où le corps est impliqué, Ignace Cassar, qui est un psychanalyste en fait italien, mais qui est aussi photographe, euh, loue la boutique qui est juste devant l'immeuble où Lacan avait ses sessions de psychanalyse rue de Lille à Paris. Il transforme cette boutique en caméra oscura, donc il la ferme complètement. Il met sur le mur du fond, je ne sais pas combien il y en a, 24 ou feuilles de papier photosensibles, et il reste à l'intérieur. Et il déclenche, c'est-à-dire qu'il déclenche l'ouverture du petit trou qui est devant. Donc, ça prend une photo
normale, une caméra au secours là, normale, comme celle qu'on a vue tout à l'heure de Vera Luther, par exemple. Ça prend une photo de l'immeuble rue de Lille de Lacan, mais en même temps, l'ombre du photographe, qui est à l'intérieur, se reporte à l'envers, puisque la caméra oscura est à l'envers, donc à l'endroit ou à l'envers, sur cette image-là. Donc son corps, donc là on a deux images. On a une image de ce qu'on veut montrer, de l'immeuble de l'autre côté de la rue, et on a une image du corps du photographe à l'intérieur même de la caméra oscura elle-même. Autre exemple, enfin, de de cet effacement du photographe. Alors là, il y a quasiment plus de photographe. Un photographe, c'est quelqu'un qui choisit ce qu'il va photographier, plus ou moins. Dans tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, il y a un choix du photographe qui est de se dire, voilà, je vais photographier l'immeuble de Lacan ou une femme sur un photogramme, ou etc. Là, Noël Dolla, qui par ailleurs est un artiste conceptuel français, prend un appareil photo normal, banal, met la fonction retardateur, pardon, le suspend à un élastique, met l'élastique sur une branche d'arbre quelque part et le lance. Donc l'appareil photo fait des va-et-vient au bout de son élastique, tourne autour, et on ne sait pas à quel moment la photographie va se déclencher. Donc c'est une photographie totalement aléatoire, dans laquelle le photographe n'a plus aucun rôle de définition de ce qu'il va montrer, et il y a une espèce de mort de l'auteur, de mort du photographe. Il n'est plus là, et c'est l'appareil tout seul qui décide ce qu'il va faire. Dernier exemple photographique que je vais vous montrer pour étendre un petit peu le champ de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Euh, c'est un photographe qui joue contre les logiciels d'intelligence artificielle. Donc Lionel Bayoltemin passe des heures et des heures et des heures et des heures avec un programme qui s'appelle Crayon, qui est un programme où vous envoyez un prompt avec un certain nombre de mots et vous donne des images. Donc, au début, donc le prompt, alors je ne sais plus quel est celui-là, mais ça va typiquement être forme, couleur, matérialité, enfin voilà, des mots comme ça. Au début, le logiciel d'intelligence artificielle va vous envoyer des images qui correspondent à peu près assez bien à ce que vous avez demandé. Et puis au bout de 500, 1000, 2000, 3000, je ne sais pas, images prévisibles, le programme d'intelligence artificielle est obligé de continuer à vous fournir des images, mais il ne sait plus quoi vous fournir. Parce qu'il a épuisé toutes les images possibles auxquelles il pouvait, entre guillemets, penser. Et donc, il commence à fournir absolument n'importe quoi. Et donc, voilà le genre d'image que, au bout de, je ne sais pas combien d'heures devant son ordinateur, Lionel obtient en ayant envoyé un prompt tout à fait banal. Donc, c'est aussi une manière de se jouer d'un appareil qui n'est plus le même appareil, qui est l'appareil des systèmes d'intelligence artificielle, de se jouer de ces systèmes-là, de les feinter et d'obtenir des images qui sont des images originales, non prévisibles, allant contre ce qui a été défini d'avance comme devant être produit. Donc tous les photographes que je vous ai montrés jusqu'à présent sont, je reviens à la définition que vous avez tout à l'heure, des photographes qui ne respectent pas les règles. Si on définit la photographie comme un ensemble de règles qu'il faut faire, un appareil photo, un objectif, de la lumière, du temps, un photographe, etc., 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 tous ces photographes-ci, tous ces artistes-ci, produisent des photographies qui sont des photographies qui vont contre ces règles. Donc, c'est ce type de choses-là qui m'a intéressé, ce type de choses-là que j'ai voulu explorer. Donc j'ai sorti ce livre-là. Euh, alors, c'est pas un mouvement. On peut pas dire qu'il y a un mouvement de photographie expérimentale. Il n'y a pas de gourou, il n'y a pas d'école. C'est plutôt quelque chose qui se passe à ce moment-ci. Pourquoi est-ce qu'il se passe à ce moment-ci? Pourquoi est-ce qu'il se passe maintenant? Probablement à cause de l'avalanche de photographies, de selfies, d'Instagram, de Snapchat, etc., 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 qui arrivent de tous les côtés. Et donc, un certain nombre de photographes par rapport à ce déferlement d'images, commence à réfléchir sur, mais pour moi, photographe, qu'est-ce que c'est que la photographie? Qu'est-ce que c'est que l'ontologie de la photographie? Qu'est-ce que c'est? Et nécessairement, ça les amène à explorer des pistes qui sont des pistes
un peu en dehors des autoroutes, c'est plutôt des chemins de côté, de manière à aller au-delà de l'image. Donc voilà rapidement ce que je voulais vous montrer. Je suis tout prêt à répondre à vos questions là-dessus. Deux points. Si vous voulez explorer ça un peu plus, au-delà de Flusseur, je vous ai juste fait une slide ici pour pas avoir à citer tout le monde, mais un certain nombre d'auteurs qui ont travaillé d'une manière ou d'une autre autour de ça. Dans la colonne de gauche, plutôt des philosophes. On connaît tous Foucault sur le dispositif, Agamben aussi, Simondon sur les machines. Dans la colonne de droite, plutôt des auteurs, dans certains cas des photographes, qui ont travaillé sur comment ces choses-là s'appliquent à la photographie. Comment est-ce qu'on va réfléchir différemment? Alors, vous connaissez bien sûr Walter Benjamin, vous connaissez peut-être John Berger. Après, Gottfried Jäger, c'est photographe. Franco Vaccari, c'est photographe. Donc, des photographes qui ont réfléchi à cette notion-là de photographie un peu différente, avec différentes approches, différentes réflexions. Et pour finir rapidement, et je vais passer à ça, quand j'ai sorti ce bouquin, j'ai eu droit qu'à, je crois, 3 pages de bibliographie, et pas beaucoup plus. Et donc, j'ai voulu faire un site que je vais vous montrer maintenant. Euh, J'ai voulu faire un site où je puisse partager la bibliographie avec d'autres gens, avec tous les gens que ça pourrait intéresser. Donc j'ai fait ce site-là, qui a le titre tout simple, photographie-expérimentale.com, où je parle un peu du livre. Il n'y a pas le texte du livre, parce que en termes de copyright, je ne peux pas, mais où je parle un petit peu du livre. Je raconte un peu qui je suis, c'est pas très intéressant. Je mets quelques actualités de temps en temps, comme cette conférence-ci. Mais surtout, j'ai mis les entretiens que j'avais eus avec une cinquantaine de photographes, qui sont transcrits verbatim, sans rien. Et j'ai mis, elle n'est pas complètement à jour, mais j'ai mis une biographie qui est relativement complète, à la fois une biographie générale sur la photographie expérimentale. Alors, je ne la mets pas complètement à jour, mais un bon nombre de livres sur la photographie expérimentale, en général. Des livres auteur de Wilhelm Flusser, mais j'ai fait beaucoup plus de choses depuis sur Flusser, et je peux vous en parler si ça vous intéresse. Mais enfin, à l'époque, un certain nombre de livres de Flusser autour de ça. Et puis, surtout, enfin, surtout, je sais pas, mais, et surtout les livres sur les artistes dont je parle. Donc, je vous ai parlé d'une centaine d'artistes. Et donc, sur chaque artiste, alors, une fois de plus, c'est pas à jour. C'est quelque chose que j'ai fait à ce moment-là, et de temps en temps, je mets à jour. Donc, Aykroyd et Harvey, par exemple, qui sont les deux photographes qui impriment leurs photos sur de l'herbe. Il y a leur site, et puis il y a différents articles d'eux ou sur eux à ce sujet-là, etc., etc., etc. Donc, enfin, c'était quand j'ai fait ça, mais c'est encore aujourd'hui une des bibliographies relativement importantes sur l'ensemble enfin l'ensemble non, mais sur un bon nombre de photographes expérimentaux. Donc, je vous invite, si ça vous intéresse, si vous voulez explorer ça davantage, je vous invite à aller sur le site, à éventuellement lire les autres trucs, mais en particulier à regarder les entretiens et les bibliographies sur ce sujet. Voilà, je vous remercie. Merci Marc pour cette présentation tout à fait passionnante de la photographie expérimentale. J'imagine que vous avez maintenant une vision peut-être un petit peu plus claire de ce qu'on entend par photographie expérimentale. Et donc, Marc et moi-même sommes là pour répondre à vos questions, si vous avez des questions à nous poser. Oui, merci beaucoup. Alors, une question pour Monsieur Leno. Vous avez parlé, vous avez montré une œuvre d'Alison Rossiter en nous expliquant qu'il ne s'agissait pas d'un lac au milieu d'un paysage, ce qu'on voit, enfin ce qui nous apparaît quand même de manière assez flagrante, et que c'était un travail dans le laboratoire. Alors, j'aurais aimé savoir, avoir des précisions sur comment elle a pu obtenir ces formes qui sont vraiment évocatrices d'un lac au milieu avec des herbes devant, des collines derrière. Alors, vous m'entendez, comme je le disais, c'est un papier qui est expiré, donc qui a des taches, qui a des, 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 des endroits où les émulsions ont disparu, ont été abîmées, etc. Donc, elle part de ça, et ensuite, dans le laboratoire, elle fait simplement couler le révélateur dessus. Donc, elle met plus de révélateur en bas, moins en haut.
elle met de révélateur et de l'eau. Enfin, elle fait simplement couler le liquide dessus jusqu'à obtenir des formes comme ça. Donc, ce que vous avez là, c'est, moi j'ai choisi celui qui trompe le plus, celui avec lequel on peut le plus croire que ça serait un paysage. Je peux vous montrer rapidement. J'ai choisi le plus expressif, si vous voulez, par rapport à celui qui avait le plus l'air d'être la réalité, par rapport aux différentes images qu'il fait. Mais donc, ça, c'est uniquement un jeu dans le laboratoire à faire couler le révélateur, le fixateur, de l'eau dessus, etc., pour obtenir des images comme ça. Merci beaucoup pour cette réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, bonsoir, je m'appelle Renée. Je n'ai pas compris la photo Afghanistan, si c'était possible d'avoir des explications. Je n'ai pas du tout compris ce que les photographes avaient voulu représenter, parce que je suppose qu'ils étaient en Afghanistan. Laquelle, pardon, je n'ai pas entendu. La photo Afghanistan, qui c'est des deux photographes qui étaient en Afghanistan. C'est uniquement le papier photographique qui était impressionné. Donc, ils sortent de leur tank et ils déroulent leur rouleau de papier photographique, vierge. Donc, ce papier est impressionné par la lumière, éventuellement par la poussière aussi, par ce qu'il y a autour d'eux. Donc, c'est uniquement un papier photographique qui était brûlé par le soleil en partie au milieu de l'Afghanistan. Donc, ce qu'ils ont voulu faire, c'est questionner, c'est se rebeller contre cette idée d'être des photographes de guerre. Donc, au lieu de faire des photos des soldats anglais en train de se battre ou je sais pas quoi, ils ont dit, voilà, ben nous, on a fait une photo sur le champ de bataille, au milieu de ça, mais la photo qu'on montre, c'est uniquement l'effet du soleil sur le papier, rien de plus. Donc, il n'y a plus de personnages, il n'y a plus de soldats anglais, il n'y a plus de moudjahidines afghans, il y a juste le soleil afghan qui a brûlé le papier. Donc, sur un plan technique, c'est quasiment, c'est gâcher du papier photographique, si vous voulez. Si vous prenez un rouleau de papier photographique, papier photosensible, et que vous le mettez au soleil, ben, vous le gâchez, et voilà ce que ça donne. Donc, sur un plan technique, c'est rien, c'est juste, voilà, le papier impressionné par la lumière. Sur un plan politique, euh, ils ont voulu faire un statement, faire une déclaration disant, ben, vous avez voulu de nous comme photographe embarqué, on l'aime et on l'est pas. D'accord. Ok. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui. Bonsoir. On a eu une belle définition de ce que c'était la photo expérimentale, mais moi je me demande c'est quoi la limite vraiment, à quel moment on n'est plus dans la photographie expérimentale et qu'on bascule dans autre chose? Vous aurez des gens qui vont dire, à partir du moment où vous faites des choses un peu différentes, vous êtes expérimentaux. Et je respecte cette définition-là, mais je trouve que c'est une définition qui manque de poids théorique, si vous voulez. Là, il y avait Paris Photo. Mon ancien directeur de thèse, Michel Poivert, pour que j'ai beaucoup de respect, a fait une conférence, une conversation dimanche soir avec 3 photographes que lui considère comme expérimentaux. Sur les 3, moi, il y en a une seule, que je considère comme rentrant dans mon champ. Donc, chacun a sa définition. Moi, la définition que moi j'amène, c'est ne pas respecter les règles. Donc, ce n'est pas seulement aller explorer des nouveaux chemins, aller faire des choses qui n'ont pas été faites jusqu'à présent, qui pourraient aussi être une définition d'expérimentation, mais qui est beaucoup plus, qui pour moi est beaucoup plus lâche, beaucoup plus floue. Moi, la définition que moi j'ai apportée, c'est une définition basée sur quelles sont les règles de la photographie. Et on peut faire une liste, j'ai fait une liste, et on peut en trouver d'autres d'ailleurs. Et quels sont les photographes qui ne respectent pas ça? Par exemple, un exemple que je n'ai pas mis ici. Parce qu'au début, je ne savais pas, j'ai découvert que j'ai trouvé quelqu'un qui ne respectait pas ça. Un des exemples, une des règles de la photographie, c'est que la lumière est toujours perpendiculaire à la pellicule, au papier photo ou au capteur. C'est toujours un angle droit. Toujours. Et c'est une règle à laquelle je n'avais jamais pensé quand j'ai commencé à travailler. Puis un jour, j'ai découvert quelqu'un qui ne respecte pas ça et qui met son papier photosensible horizontalement et la lumière, avec un sténopé, la lumière vient de manière rasante sur le papier sensible. Donc, voilà une règle qui est une règle de la photo, la perpendicularité.
Et voilà quelqu'un qui ne le respecte pas et qui fait ça. Donc pour moi, c'est ça la base. Pour moi, on passe de l'un à l'autre en fonction de ça. Maintenant, vous aurez d'autres gens, vous allez avoir des gens qui vont plutôt s'intéresser à la photographie dite abstraite. Il y a 3 ans, 4 ans, en région parisienne, une série enfin, à Paris, à Ponto Combo et à Rouen, 3 expositions, mais ensemble, qui s'appelaient La photographie à l'épreuve de l'abstraction, qui était beaucoup plus sur l'abstraction, c'est-à-dire sur la photographie qui ne représente pas une scène classique. Euh, donc, c'est pas tout à fait la même chose, parce que ça s'intéresse à la représentation. Certaines des photographies que je vous ai montrées sont abstraites, d'autres ne le sont pas. Le photogramme de la jeune femme de Floris Noisius n'est pas abstraite. Pour moi, c'est expérimental, parce qu'il n'y a pas d'appareil photo, il y a juste un photogramme. Mais ça entre pas dans le champ d'abstraction. Il y a 2 ans, 2 ans, ouais, à la Bibliothèque nationale, une exposition qui s'appelait L'épreuve de la matière, qui s'intéressait beaucoup à la matérialité photographique. Alors, on va trouver des choses qui se regroupent. On va trouver des photographes qui sont aussi, qui pour moi sont expérimentaux, mais qui sont aussi des photographes qui s'intéressent beaucoup au côté extrêmement matériel de la photographie. Comme Séverine, par exemple. Séverine s'intéresse énormément à la matérialité, mais pour moi, elle est aussi expérimentale. Mais vous pouvez avoir d'autres photographes qui vont s'intéresser à la matérialité sans pour autant faire des choses expérimentales. Donc, on n'est pas dans des définitions unanimes. On est des gens qui ont chacun leur approche. Certains sur l'abstraction, d'autres sur la matérialité. Moi, mon approche à moi est une approche peut-être un petit peu plus théorique et un peu moins liée à ce qu'on montre ou à ce qu'est l'objet photographique, mais un peu plus théorique en disant, voilà, il y a une espèce de philosophie de la photographie qui est un dispositif, des programmes, et il faut respecter les programmes. Et moi, c'est pas plutôt par rapport à ça que je me positionne. Mais vous allez trouver des gens qui vont raisonner un petit peu différemment. Donc, à partir de quel moment on rentre? À partir du moment, en général, pour les photographes avec qui moi j'ai parlé, la quasi-totalité d'entre eux ont commencé à faire la photo, entre guillemets, normale. Et à un moment, pour une raison ou une autre, ils se sont dit non, ça ne me convient pas, j'ai envie de faire autre chose. Je ne suis pas à l'aise avec ça. Je ne suis pas à l'aise, alors que ce soit avec les distorsions optiques que m'apporte l'objectif, que ce soit avec le fait que j'ai un appareil entre les mains, alors que je voudrais avoir un truc qui soit plus près de mon sujet, pour différentes raisons. Mais à un moment ou à un autre, ils ont franchi le pas et ils ont dit on va commencer à faire autre chose. Et ils ont commencé à aller chercher dans d'autres directions, au début en tâtonnant, et petit à petit, chacun a suivi leur chemin et fait leur corpus de cette manière-là. Voilà, donc j'ai pas vraiment de réponse à votre question. J'ai ma réponse à moi, mais je vous dis, c'est ma réponse. Je ne prétends pas que ça soit gravé dans le marbre et on peut y réfléchir différemment. Et quand vous parlez à d'autres théoriciens, à d'autres critiques de la photo, ils vous apporteront d'autres réponses. Et je vous dis, mon directeur de thèse n'a pas la même réponse que moi. Merci beaucoup, Marc, pour cette question. Alors moi, j'aurais également une question justement sur cette notion de définition de la photographie expérimentale, puisqu'effectivement, elle n'est pas encore complètement définie. Pour moi, c'est beaucoup une question d'attitude aussi, de questionnement, d'expérimentation, donc d'essai. C'est-à-dire que par rapport à mon propre travail, lorsque je suis dans une attitude d'exploration, donc je vais mettre l'émission photographique sur de l'argile, je vais le mettre dans l'eau, etc., je sens que je suis dans de la photographie expérimentale. Mais à partir du moment où j'ai trouvé une sorte de technique, où j'ai établi d'autres nouvelles règles, pour réaliser un projet artistique, je vais du coup appliquer mes propres règles. Et donc la question que je me pose souvent, c'est est-ce que du coup je suis toujours dans une attitude de photographe expérimentale ou est-ce que je suis dans l'application du coup de mes propres règles qui sont de nouvelles règles photographiques? C'est une très bonne question. Je me suis beaucoup posé. Je me suis beaucoup posé, par exemple, avec les gens qui font de la caméra oscura, particulièrement aux États-Unis, mais pas uniquement. La caméra oscura, pour moi, dans bien des cas, devient un nouveau dispositif, avec une nouvelle règle. Donc, les gens qui font de la caméra oscura, donc ils font des photos avec des boîtes sans objectif, euh,
ce qu'on fait depuis toujours. Enfin, les premières caméras oscura, c'est quasiment les débuts de la photographie. Donc, on fait ça depuis toujours. Et les gens qui font ça, assez souvent, euh, sont de nouveau dans une logique de dispositif, d'organisation d'un programme qu'il faut respecter. Alors, c'est pas le cas des deux que je vous ai montrés, parce que aussi bien Vera Luther avec ses containers que Gabor Hoche avec ses bunkers du mur de l'Atlantique font des choses totalement en dehors de tout. Mais beaucoup de gens qui vont faire des caméras oscura, qui vont faire ça avec des boîtes de, je sais pas quoi, des boîtes en carton, des boîtes à chaussures, des trucs qu'ils font, etc., recréent, d'une manière ou d'une autre, un dispositif. Et tout le mouvement autour de ça, il y a une revue américaine, comment elle s'appelle? Qui faisait ça s'appelle Eric Renner, et la revue s'appelle Stenopé Magazine, quelque chose comme ça. Tous ces gens-là ont à leur tour de nouveau des règles qu'ils imposent. Et en effet, euh, le, comment dire, la rébellion devient une nouvelle norme en quelque sorte. C'est plus une rébellion, c'est rentrer dans une nouvelle norme. Et donc, j'ai un peu fait attention à ça. Donc, alors, c'est beaucoup plus vrai en caméra oscura qu'ailleurs. C'est un petit peu rare en photogramme maintenant. Vous commencez à trouver des gens qui font des photogrammes. Vous vous dites, tiens, bon, ils reproduisent des choses qui ont été faites avant. Ils s'inspirent de ceci et de cela. Il y a plus le même, la même révolte. Enfin, révolte, c'est pas le mot, mais la même rébellion, la même manière de dire, voilà, moi, j'essaie d'inventer un truc nouveau. Il y a beaucoup plus de reproduction. Euh, vous avez remarqué que dans ma présentation, j'ai pratiquement pas inclus les gens qui revisitent d'anciennes techniques photographiques. Je pense que c'est très intéressant. Il y a un mouvement depuis 20 ans, un truc comme ça, de gens qui vont travailler sur des techniques oubliées du 19e siècle. Des gens qui vont refaire des daguerréotypes, par exemple. Des gens qui vont refaire des ferrotypes, des ambrotypes, etc. Euh, alors, je trouve ça très intéressant comme mouvement d'un point de vue historique, d'un point de vue conceptuel, de se dire, voilà, la photographie, c'est pas uniquement les sels d'argent, c'est pas uniquement la photographie argentique qu'on connaît, il y a eu d'autres procédés qui ont été abandonnés au fil du temps pour telle ou telle raison, parce qu'ils étaient trop coûteux, parce qu'ils étaient trop difficiles à faire, euh, parce que les photographies disparaissaient trop vite, enfin les images disparaissaient trop vite, alors on avait du mal à les fixer, et essayons de revisiter ça, de voir ce qu'on peut faire. Je trouve ça très intéressant, c'est un mouvement historique ou de retour à l'histoire, de retour en arrière, de une certaine forme de nostalgie de cet âge d'or de la photographie, quand on expérimentait tous azimuts, et quand vers les années 1850, 1860, tout le monde essaie de faire un nouveau truc, d'essayer ça différemment, que ce soit en chimie, que ce soit en optique, que ce soit en tirage, etc. Tout le monde essaie de faire des choses jusqu'à la fin du 19e, c'est toujours comme ça. Je trouve ça très intéressant. Euh, je suis pas absolument certain que ce soit un refus des règles. Je pense que c'est plutôt un retour à d'anciennes règles qui, euh, qui certes ont disparu, mais qui sont quand même des règles. Donc je n'ai très peu parlé dans mon travail parce que je ne mets pas ça tout à fait sur le même plan que les entre guillemets, rebelles que je vous ai montrés. Très bien, merci beaucoup pour cette réponse très claire. Est-ce qu'on a Il y a un d'autres... procédé extraordinaire, j'essaie de me rappeler le nom, un phototype, comme ça, où la photographie ne se conserve que si elle est sous vide. Donc, on n'a aucune photographie du 19e, elles ont toutes disparu. On sait comment il faut faire, on sait quel est le procédé à faire, on sait le faire, mais quand vous avez votre photo, il faut que vous la mettiez dans une boîte étanche et vous fassiez le vide. Et l'oxygène détruit l'image. C'est extraordinaire. Et alors ça m'intéresse, parce que là, il y a un côté complètement anarchiste de faire ça. Mais refaire des embryonymes, c'est très bien, c'est très intéressant. Mais c'est resuivre des règles existantes. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'on a encore... oui, une question devant. Merci. Oui, ma question est pour vous, Madame Chauveau. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé tout à l'heure d'antotypie, je crois bien, et c'est un mot que je ne connais pas, donc j'aurais aimé en savoir davantage. Alors l'antotypie, c'est une technique photographique justement qui a été inventée au 19e siècle et qui consiste à utiliser la chlorophylle des plantes et qui est photosensible à la lumière tout simplement. Donc généralement on extrait cette chlorophylle, on fait des jus si vous voulez avec des plantes
On l'étale souvent sur du papier. Et ensuite, on va soit poser un objet, soit poser par contact un négatif sur ces papiers. Et donc, l'action du soleil va éclaircir ou foncer, ça dépend de l'antotypie qu'on a choisi. Et puis, donc, on obtient une photographie. Anna Atkins, je crois, Marc, qui est à l'origine de ce procédé. Bon, à vérifier quand même. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Alors, je n'ai pas bien entendu si vous... Alors, dans mon travail, alors, dans le travail que vous avez pu voir dans l'exposition, effectivement, j'ai utilisé l'antotypie sur quelques pièces et j'ai choisi, comme je cherchais une couleur orange, qui rappelait donc le salon de chez mes parents des années 70, ce fameux orange, eh bien, j'ai choisi de faire de l'antotypie avec du curcuma de la Réunion. Donc, c'est mon petit clin d'œil aussi à la Réunion. Donc, c'est cette substance-là que j'ai utilisée. Bonsoir. Merci Bonsoir. pour cette très belle conférence. Et c'est une question pour vous, Madame Chauveau. Quelles sont vos inspirations pour votre travail, puisque de ce qu'on a vu, de ce que nous a présenté Monsieur Leno, c'est assez différent ce qu'il nous a présenté de ce que vous faites. Donc j'aimerais bien savoir vos inspirations, peut-être des personnes qui vous ont inspiré ou juste des travaux, ou la nature en général. Alors, merci pour cette question. Donc, mes sources d'inspiration sont assez différentes. Elles ne sont pas forcément dans le domaine de la photographie, même si Madame Rossister, justement, dont a parlé Monsieur Leno, m'a beaucoup inspiré aussi dans son approche sur les papiers qui sont datés. Mais en fait, mon inspiration vient plutôt d'autres domaines comme peut-être la sculpture, l'orfèvrerie, les arts textiles, par exemple. Et comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure également, donc, je suis très inspirée par les arts décoratifs chrétiens, en particulier certaines peintures, les peintures byzantines pour les couleurs notamment, et également pour l'aspect de l'objet sacré. Donc en fait, mon inspiration, elle est plus ici que dans la photographie, plus que dans des photographes ou des auteurs photographiques. Oui, Monsieur Leno, vous nous avez montré des travaux extrêmement intéressants et variés, mais toujours, il me semble, sur papier photosensible, alors que Madame Chauveau, vous travaillez sur d'autres matériaux. Et y a-t-il d'autres artistes qui ont des démarches similaires, d'explorer d'autres matériaux sur lesquels faire de la photo en quelque sorte? Oui. Alors, d'une part, vous avez deux choses. Première chose, c'est le support. Donc, vous avez en effet, comme Séverine Chauveau le fait avec de l'argile, vous avez des artistes avec des techniques différentes. Mais dans les images, dans les photographies, peuvent apparaître sur de la pierre, sur du tissu. Moi, je vais le montrer sur de l'herbe, dans un cas particulier. Donc, vous avez d'une part cette logique, cette approche de dire le support de la photographie n'est pas nécessairement du papier. Et d'autre part, vous avez dans le travail de Séverine Chauveau cette intervention manuelle sur l'image en la rehaussant d'or, par exemple, ou de fil, ou de broderie, etc. Et ça aussi, c'est un courant qui est assez important de photographes qui aujourd'hui non seulement ont l'image en tant que telle, mais l'améliorent, en tout cas la modifient, soit en la grattant, en détruisant une partie, soit en la rehaussant avec de la broderie. Alors, par exemple, Carole Benita, par exemple, qui était une Marocaine, qui est décédée il n'y a pas très longtemps, qui a fait beaucoup de photos de famille avec du fil rouge qu'elle brodait dessus, euh, avec de l'or, une Portugaise, qui s'appelle Carla Cabanach, que j'ai envoyé le texte à Séverine Chauveau il y a quelque temps, qui recouvre ses photos d'une fine couche d'or en s'inspirant de ce qui s'appelle le kintsugi, je crois, qui est la technique japonaise quand une céramique est brisée.
vous recollez la céramique avec un vase en céramique. Quand un vase est brisé, vous le recollez avec de la colle, et sur la colle, sur la fracture, vous rajoutez de l'or. C'est-à-dire que vous magnifiez la cassure. Non, vous n'essayez pas de la dissimuler, vous au contraire la mettez en avant en montrant ce qu'elle est avec de l'or. Et donc cette photographe portugaise-là fait ça avec ses photos. Donc les photos sont déchirées, sont abîmées et dessus sont recouvertes d'or. Donc ce travail de mélange de matériaux, oui, tout à fait, c'est aussi un courant relativement important de ces modifications qu'on peut vouloir apporter à l'image. Très bien. Merci beaucoup, Marc. Je crois que la conférence va toucher à sa fin. Donc, merci encore pour cette conférence. Merci à tous d'avoir assisté très nombreux à ce moment-là. Merci. Merci beaucoup à vous, merci pour l'invitation et à une prochaine fois peut-être. Merci.